Une guerre de 10 ans, la destruction de 1000 vaisseaux, des batailles où trépassèrent Achille, Hector, ces champions que l'on croyait invincibles aux côtés d'innombrables anonymes. La dissension qui gagna l'Olympe et l'affrontement des dieux descendus eux-mêmes sur le champ de bataille. Et tout ceci dans quel but ? Permettre à Ménélas de récupérer Hélène que lui avait ravie Paris. Rapportés à leur cause, les effets de la guerre de Troie apparaissent sans nul doute hors de proportion. Eût-il été possible pourtant, comme voulut le croire Jean Giraudoux, que cette guerre de Troie n'eût pas lieu ? Ménélas n'aurait-il pu se contenter de faire main basse sur quelques vaisseaux troyens en compensation de son offense ? N'était-il pas concevable d'obtenir du sage Priam quelques richesses qui auraient eu vocation à réparer son tort ? On aurait pu envisager 1000 manières d'apaiser la douleur de Ménélas, on aurait pu trouver 1000 sortes d'équivalents à l'objet de sa perte, et ce faisant, économiser aux deux camps ce lot de massacres, de destructions et de morts que charria la guerre la plus funeste de la mythologie. Mais aucun de ces expédients n'aurait rendu Hélène à Ménélas. Alors Giraudoux a été contraint de l'admettre, sa pièce s'achève sur ce constat d'Hector, elle aura lieu, et Ménélas retrouvera Hélène. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, les faits de l'espèce vous ont été rappelés. La vue dont jouissait le propriétaire d'un fonds a été obstruée. Son ensoleillement a été diminué par les constructions et les plantations de la parcelle voisine érigée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Les juges du fonds ont ordonné la cessation de l'illicite et partant la mise en conformité de l'ouvrage, quoi qu'il en coûte. Seulement, le responsable a fait ses calculs. Il observe que pour un moindre coût, on pourrait laisser ces arbres et constructions en l'état et verser à la victime quelques pécules qui l'indemniseraient du tort qu'il lui cause. C'est ce qui l'a conduit à vous saisir de la question de savoir si le juge du fonds, statuant en matière extra-contractuelle, peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage. Vous répondrez par la négative. La thèse que le pourvoi vous demande de consacrer tient à la transposition en matière délictuelle du principe de droit des contrats, voulant que le créancier ne peut exiger l'exécution en nature de la prestation promise lorsque son coût apparaît disproportionné. Il s'agirait donc d'admettre que la réparation en nature ou la cessation de l'illicite, qui en est une variante, puisse être refusée à la victime d'une faute civile dans de semblables conditions. Alors, prenons la thèse du pourvoi à son propre jeu. Et passons au crible du contrôle de proportionnalité, l'atteinte grave aux axiomes de la responsabilité délictuelle qu'il vous propose de consacrer. L'atteinte, d'une part, la disproportion, d'autre part. La loi du talion, explique Nietzsche, n'a pas que cette seule vertu punitive qu'on lui prête intuitivement. Elle poursuit aussi une fonction indemnitaire. Parce que, dit-il, faire souffrir donnait un très grand plaisir, et que celui qui avait subi le dommage et ses désagréments obtenait en échange une extraordinaire contre-jouissance. Si nos sociétés modernes ont remplacé le sang par l'argent, il est toujours d'usage d'indemniser un dommage en versant celui du responsable à la victime. Mais ce que ces modes d'indemnisation ont en commun, et ce qui en fait la faiblesse structurelle, c'est qu'ils sont impuissants à replacer la victime dans la situation qui était la sienne. Ils ne peuvent que compenser sa peine. L'authentique réparation en nature leur est pour cela toujours préférable. Il suffit, pour s'en convaincre, d'analyser la nature de la réparation en valeur, d'abord, d'où se déduit la valeur de la réparation en nature, ensuite. La manière dont notre droit prétend réparer un préjudice en ordonnant le paiement de dommages et intérêts a de quoi étonner. Qu'a donc à faire un transfert d'argent avec la perte d'une jambe, un déshonneur ou la disparition d'un être cher ? En quoi cela réalise-t-il cet objectif premier de la responsabilité qu'est la réparation intégrale et qui consiste à replacer la victime dans sa situation antérieure ? C'est que, disait Marx, ce qui, grâce à l'argent, est pour moi ce que je peux payer, c'est-à-dire ce que l'argent peut acheter, je le suis moi-même, moi, le possesseur de l'argent. Prenons un exemple, poursuit-il. Je suis laid, mais je peux m'acheter la plus belle femme. Donc je ne suis pas laid, car l'effet de la laideur, sa force repoussante, est anéanti par l'argent. Shakespeare, par la voix de Timon d'Athènes, ne dit pas autre chose, selon qui un peu d'or suffirait pour rendre le noir blanc, la laideur beauté, la vieillesse jeunesse. C'est lui qui fait remarier la veuve flétrie, celle dont les ulcères dégoûteraient l'hôpital. Mesure universelle des valeurs, selon la formule de Marx, l'argent est le joker d'un paquet de cartes, à la fois rien, car dépourvu d'utilité, et à la fois tout, car il emprunte les leurs à toutes les choses qu'il achète.
C'est sa fongibilité absolue qui fait de l'argent un outil si précieux de la justice corrective. Rendre à chacun le sien n'est plus, grâce à lui, qu'une simple question de chiffres. Mais cette équivalence, cette fongibilité totale que l'on prête à l'argent repose sur une fiction. Tout n'est pas à sa portée. Ce lait dont l'opulence permet d'acheter la plus belle des femmes, cette veuve dont la richesse permet le remariage, ne sont que l'âne qui porte les reliques. L'amour qu'ils achètent n'est pas du même bois que celui qui se donne. En indemnisant par l'attribution de dommages d'intérêt, on console, on compense, mais on ne répare pas. L'ordre juridique est impuissant à rendre son mari à la veuve, alors en l'allotissant d'une somme qui lui permettra de s'offrir ce que l'argent achète, on répute ce plaisir apte à compenser sa peine. La logique compensatoire qui préside à l'indemnisation est d'une nature différente de celle de la réparation. Elle consiste en un rééquilibrage d'un effet négatif par un effet contraire. La justice est réalisée alors en plaçant sur les plateaux de sa balance un plaisir réputé satisfactoire parce que d'un poids égal à celui du désagrément. Mais quoique coexistant désormais avec un plaisir équivalent, la douleur subsiste et la victime ne retrouve pas sa situation antérieure. On ne saurait donc perdre de vue la véritable nature de l'indemnisation, qui n'est qu'un ersatz de réparation, pour ne pas méconnaître l'inégalable valeur de la réparation en nature ensuite. Ôte-toi de mon soleil. C'est en ces termes que répondit Diogène au grand Alexandre qui s'était présenté au seuil de son tonneau pour proposer à l'ascète de lui offrir tout ce qu'il pourrait lui demander. La magnificence, les richesses, le pouvoir du plus grand roi de Macédoine, Diogène n'en a que faire. Ils ne valent pas pour lui la douceur d'un rayon de soleil, la contemplation d'un horizon dégagé que cette offre vient troubler. Ôte-toi de mon soleil, c'est aussi ce qu'intima la victime, dans cette affaire, à l'auteur des constructions illicites. Tout comme Diogène, elle n'a que faire de l'argent grâce auquel le responsable souhaiterait racheter sa faute et qui, à ses yeux, ne vaut pas le paysage dont ceux-ci sont privés. La signification du principe de réparation intégrale est claire. Replacer la victime aussi exactement que possible dans l'état qui était le sien. Or, ce que l'argent ne peut pas, la suppression de l'illicite le peut. Par ce biais, on annihile le dommage en supprimant la cause même. Alors bien sûr, toutes les fois où une telle réparation radicale, au sens premier du terme, est impossible, car le dommage est irrémédiable, il faudra se satisfaire du pis-aller de l'indemnisation. Mais traiter sur un pied d'égalité la cessation de l'illicite et cette fiction de réparation qui est l'indemnisation pour permettre au juge de préférer la seconde à la première, ce serait, comme aurait dit Cléante, égaler l'artifice à la sincérité, confondre l'apparence avec la vérité, estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne. Il n'y a jamais nul caprice illégitime à exiger la cessation de l'illicite, car elle est le seul moyen de rendre véritablement à la victime la situation qui était la sienne. Elle est le seul moyen de réaliser, sans le truchement d'une fiction, la réparation intégrale de son dommage. Alors, sur quel autel vous propose-t-on de sacrifier le principe de la réparation intégrale ? C'est là poser la question des justifications de la solution qu'il vous est demandé de consacrer, à l'aune desquelles on peut apprécier de la proportionnalité des atteintes qu'elle porte, d'autre part. Dans La raison des nations, Pierre Manant évoquait en ces termes l'ouverture de l'Union européenne à de nouveaux membres après l'admission du Royaume-Uni. Nous ne le savions pas encore, mais la question avait basculé. Désormais, ce ne serait plus pourquoi, ce serait pourquoi pas, et elle ne serait plus posée par les fondateurs de l'association, mais par les candidats. Ce renversement de la question du pourquoi au pourquoi pas est le lot commun de toute primo-dérogation à un principe. Le principe alors ne triomphe plus par l'effet de ses seuls mérites, car aux innombrables candidats à la dérogation dont il se trouve assailli, il lui faut désormais se justifier d'une réponse convaincante au pourquoi pas de l'extension que chacun revendique. On sait que depuis 2016, l'exécution en nature de la prestation promise peut être refusée aux créanciers contractuels en cas de disproportion entre l'intérêt qu'il en retire et son coût pour le débiteur. C'est cette solution, pourtant toute pétrie de logique contractuelle, que le demandeur au pourvoi prétend étendre hors de son champ naturel. Autant qu'il a méprisé les lois des hommes qui régissent la manière dont chacun doit cultiver son jardin, le demandeur au pourvoi ignore celles que lui impose la nature et en vertu desquelles une greffe n'est possible qu'au sein d'une même famille botanique. La greffe de ce bourgeon contractuel sur une branche délictuelle à l'allure d'une chimère qui ne s'anime que dans les fables ou la mythologie. Le greffon contractuel d'abord, le porte-greffe de la réparation du délit ensuite.
Le contrat n'est plus cet instrument de technique abstrait gouverné par les théories de l'autonomie de la volonté qui inspiraient encore les rédacteurs du Code napoléonien. Le XXe siècle a constitué le terreau d'une conception qui n'enseigne plus que cela est juste parce que cela a été voulu, mais avec sa leille que cela doit être voulu parce que cela est juste. On y a décrit le lien contractuel comme une petite société où chacun doit travailler dans un but commun, pour citer de Mogue, et au sein de laquelle, selon les mots de Josserand, chacune des parties doit conformer sa conduite à l'idéal commun, respecter et assurer l'équilibre contractuel. Ces graines, plantées au début du siècle dernier, ont germé. Les écoles de pensée auxquelles elles ont donné naissance se sont ramifiées. Leurs rameaux ont fleuri, des thèses solidaristes notamment, et ont porté leurs fruits dans le droit positif. Parmi des spécimens d'une moisson foisonnante, on songe au pouvoir de modération de la clause pénale disproportionnée, qui a éclos en 1975. On songe aussi à la poussée du champ du contrôle du déséquilibre significatif. Bourgeonnant dans le droit spécial de la consommation, il s'est étendu à la branche des rapports entre professionnels pour gagner le tronc commun du Code civil. On pense surtout à cette fleur faite par le législateur de 2016 aux contractants dont le coût de la prestation est devenu exorbitant par l'effet de circonstances imprévisibles. Le carcan contractuel s'est assoupli. Chêne hier, il est devenu roseau. Révolu, le temps où les stipulations contractuelles constituaient un joug rigide, enfermant irrémédiablement les parties dans des lois intangibles cristallisées par l'échange de leur consentement. Évanoui, l'époque où l'acceptation donnait aux créanciers shakespeariens le droit de prélever la livre de chair de leur garant, mais sans toutefois pouvoir prétendre en verser le sang si nulle stipulation n'en faisait mention. Quoi que l'on pense de ces évolutions, c'est dans leur sillon, marqué du sceau de l'équilibre contractuel et de la coopération fraternelle, que s'inscrit l'actuel article 1221 du Code civil. Le droit du créancier à la prestation promise n'est plus une prérogative absolue. Et le contrat ne sera sanctionné par l'ordre juridique qu'une fois passé sous les fourches codines de la mise en balance des intérêts qui l'assemblent. Ainsi se révèle donc la nature du contrôle de la proportionnalité du droit au créancier à recevoir l'exécution de sa prestation, pur produit de cet écosystème contractuel que l'on ne peut transplanter à la réparation du délit ensuite. Aux antipodes de la petite société librement formée par les parties au contrat se trouvent les liens que l'infortune a noués entre l'auteur du dommage et sa victime. Aucune fraternité ici ne justifie de placer leurs intérêts respectifs dans un rapport de comparaison. Au rebours du créancier contractuel, la victime du délit n'attendait rien de son débiteur. Ce qu'elle lui réclame, ce n'est pas l'obtention de ce que l'on nomme le plus contractuel qu'elle espérait voir advenir. Elle sollicite seulement l'effacement du moins délictuel. Au reste, ce n'est pas de leur consentement réciproque qu'est née l'obligation violée. Le juge n'a donc pas à se pencher sur l'existence d'un juste rapport de proportion pour en contrôler la valeur, puisque c'est la loi et à travers elle la société tout entière qui commandait de ne pas commettre la faute. La victime qui réclame la cessation de l'illicite se fait l'ambassadeur de la collectivité. À cet égard, la cessation de l'illicite n'est pas seulement le meilleur moyen de réaliser la fonction réparatrice de la responsabilité, elle est aussi le premier outil de sa fonction prophylactique. Songeons à ce phénomène délétère qu'est la faute lucrative, celle délibérément commise au terme d'un calcul froid qui met en balance le coût que représentera l'indemnisation de la victime et le gain retiré par la faute. Qu'opposé à l'homo economicus, qui, appliquant à l'économie les enseignements politiques de Machiavel, estime que ce qui est bon est ce qui est efficace. La doctrine et les projets de réforme envisagent ces boursouflures de notre droit de la responsabilité que sont les dommages d'intérêt punitif ou l'amende civile. Mais quelle meilleure réponse lui apporter que la cessation de l'illicite, qui, s'attaquant à la racine du mal, prive son auteur de la possibilité d'en récolter les fruits. À Machiavel, il faut répondre par Machiavel qu'il n'y a de bonnes lois que là où il y a de bonnes armes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, c'est pour être resté sourde aux mises en garde de Cassandre que Troie perdit la guerre. Ce cheval de bois grec, apparu au seuil de la ville, paraissait pourtant inoffensif. Ce contrôle de proportionnalité, bâti du bois des contrats, pourrait le sembler tout autant. N'attendons pas de le voir trôner au cœur de la citadelle de la responsabilité délictuelle pour découvrir trop tard tous les périls qu'il renferme. Gardons les portes closes. Depuis les remparts, on devine tout son potentiel ravageur. Laissons la théorie de l'abus de droit jouer son rôle de garde-fou pour neutraliser les demandes en justice fondées sur une pure intention malicieuse. Mais garantissons à Diogène, à ses descendants, les orgueilleux mendiants qui peuplent les relons d'Albert Cossery et à tous ceux qui n'appartiennent pas à l'espèce de l'homo economicus, le droit de préférer la vue de l'horizon au pécule supposé en représenter la valeur.
On dit d'une grève qui échoue qu'elle fait l'objet d'un rejet. On en dit de même d'un pourvoi. Le sort du second, qui dépend ici du succès de la première, est scellé. Vous rejetterez.